Bonjour à toutes et à tous. Merci Marion pour cette petite introduction. Donc, je suis effectivement Christophe Gaviglio, donc je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin. J'ai vu dans la liste des participants pour cette fin d'après-midi qu'il y avait un certain nombre de noms connus et donc je vous remercie vivement d'être présents ce soir. Alors, bien évidemment, chacun d'entre vous a déjà sans doute une petite expérience du désherbage ou de l'utilisation des alternatives aux herbicides. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un panorama en fait de ce qui existe et puis des considérations et des enjeux auxquels on s'intéresse par rapport à ces sujets-là. Ça reste très ouvert, comme vous le verrez, à la discussion. Et donc, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, même si pour la plupart, je pense que je ne vous apprends rien, le désherbage en vigne reste une nécessité agronomique. À savoir, il s'agit vraiment d'un enjeu important pour la concurrence vis-à-vis de l'eau et des éléments nutritifs pour la vigne. Et donc, la concurrence exercée par l'herbe présente, qu'on cherche à désherber, sous le rang en général, est assez proportionnelle à la surface couverte au sol. On considère qu'une parcelle totalement enherbée, rang plus interrang, a un niveau de rendement et de vigueur de 30 à 40% inférieur à une parcelle qui serait désherbée sous le cavaillon, donc avec 30 à 40% de surface désherbée. Donc on a vraiment un effet de proportionnalité assez intéressant. Aussi, en guise d'introduction, quelques considérations par rapport au mode d'entretien du sol dans les différentes régions et aux différentes possibilités offertes à la fois par les modes de conduite et par les densités de plantation très variables. Donc, c'est très difficile de faire des généralités sur les manières d'entretenir le sol et le positionnement des différentes alternatives aux herbicides dans toute cette diversité. Néanmoins, il y a quelques constantes, il y a quelques considérations valables, quels que soient les vignobles, et nous allons les aborder. Alors aujourd'hui, pour parler des enjeux un petit peu et positionner les choses par rapport à tout ce qu'on va présenter, qu'est-ce qui est fait majoritairement, hein? Là encore une fois, on ne va pas détailler tout ce qui est possible de faire avec les herbicides, mais majoritairement, on cherche à faire du post et du prélevé, hein, pour faire passe nette avec un herbicide systémique comme le glyphosate et puis un antigerminatif pour tenir le plus longtemps possible en saison. Donc si on fait un bilan de ça, c'est 2 interventions rapides avec une persistance d'action et pas peu d'impact agronomique en général constaté. Donc face à ça, les alternatives aux herbicides ont des enjeux forts en fait d'efficacité par rapport au temps passé, compte tenu du fait qu'on a des solutions très performantes avec, comme illustré sur la photo, aussi la possibilité d'intervenir sur 2 rangs complets. Donc efficacité par rapport au temps passé, coût, facilité d'usage, champ d'application, impact agronomique, tout ça, on va en parler tout au long de cette présentation ce soir. Donc les différentes alternatives, premier panorama, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du mécanique, il y a du thermique, il y a de la couverture du sol avec du paillage, il y a de l'enherbement, il y a du biocontrôle. Et puis il y a d'autres choses peut-être plus anecdotiques. J'ai choisi volontairement de limiter un peu mon propos pour pas tout aborder, mais bien sûr s'il y a des choses que je n'aborde pas ou dont je ne parle pas ce soir, vous êtes libre de poser des questions. Quels sont les principaux défauts connus, avérés, des alternatives aux herbicides? Le premier, c'est qu'il y a peu de persistance d'action. On a une action principalement foliaire, ce qui induit en général un nombre de passages élevé et une forte dépendance au climat. Il faut garder en tête ces 4 éléments comme facteurs avec lesquels il va falloir jouer, avec lesquels il va falloir s'adapter et qui vont être des éléments finalement de stratégie dans l'usage des alternatives. Et derrière tout ça, bien sûr, il y a le temps de travail, la technicité, la facilité de mise en œuvre. C'est des grandes questions aujourd'hui pour n'importe quel industriel ou fournisseur de solutions. C'est il faut proposer quelque chose de facile à prendre en main pour les opérateurs. Il faut un minimum d'efficacité, même si l'efficacité dépend de la technicité des opérateurs. Il faut des solutions
qu'on puisse appliquer dans différents types de vignobles, plus ou moins accessibles. Il faut prendre en compte que l'investissement nécessaire, il n'est pas neutre, et que c'est un élément de réflexion fort pour les exploitations. De plus en plus, on prend en compte aussi le bilan carbone maintenant, et éventuellement l'impact agronomique, qui n'est pas négligeable selon les solutions auxquelles on s'adresse. Et tous ces facteurs, bien sûr, jouent sur le coût global de la technique, comme on pourra le constater. Alors, on va commencer avec des choses très simples sur le désherbage mécanique. Le désherbage mécanique du cavaillon, par rapport à tous ces critères, voilà comment il se positionne. En temps passé, on est sur un ratio de 1 à 4. Ça peut être moins dans des conditions très favorables, ça peut être beaucoup plus dans des conditions défavorables, encore une fois à cause de la dépendance au climat. En termes de technicité, désherber mécaniquement sous le rang, c'est objectivement beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a une forte demande en formation sur le sujet, parce qu'il y a un besoin de prise en main des matériels, il y a un besoin de compréhension de ce qui se passe aussi au niveau du sol, au niveau de la flore, donc c'est pas simple. Ça représente un investissement élevé, on le voit suivant l'équipement des tracteurs, on va tourner autour de 18-20 000 euros pour un équipement polyvalent qui puisse être intéressant à différents moments clés dans l'année, dans l'année culturelle. En revanche, ce qui est sympathique quand même, c'est que c'est une solution qui est la plus disponible aujourd'hui et qu'on a une efficacité qui est bonne sous réserve de la maîtrise technique dont on a parlé. Avec cette solution, il est connu qu'il y a un risque d'impact agronomique dans la phase de transition des herbages chimiques vers des herbages mécaniques. Pourquoi? Parce que les racines de la vigne vont naturellement au plus simple. Et donc, après des années de monoculture, on a souvent un réseau racinaire un peu superficiel et donc que l'on risque d'atteindre, de couper avec le retour au travail du sol sous le rang. Cet impact agronomique, il y a des moyens de le maîtriser, de le minorer, voire de ne pas en avoir du tout. Et par rapport à ça, donc l'historique des parcelles, leur prédisposition par rapport au travail du sol est évidemment très différente d'un secteur à l'autre. Donc, quel champ d'application pour le désherbage mécanique, même si c'est l'alternative la plus évidente et la plus disponible aujourd'hui? Le problème, ça peut être le risque d'érosion en vignoble de forte pente, et puis des questions de gestion de dévers dans beaucoup de parcelles, parce que c'est un critère à l'usage qui est difficile à maîtriser pour les opérateurs. Enfin, en termes de bilan carbone, s'il faut l'aborder, bien on le sait, le désherbage mécanique, c'est plus de temps de travail, c'est plus d'énergie dépensée pour désherber. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant cela. Voilà, on a un ratio peut-être de 1 à 4, de 1 à 5, suivant les hypothèses prises. Les enjeux par rapport à cette technique de désherbage alternatif, qui est le désherbage mécanique, ça va être beaucoup de formation, beaucoup d'aide à l'investissement aussi, si on veut un déploiement plus conséquent dans les vignobles. Ça va être de l'innovation pour rendre le matériel plus user-friendly, ça veut dire plus facile à utiliser pour les opérateurs, quel que soit leur niveau de formation. Il faut jouer un peu sur les deux tableaux, à mon avis. Quelques enjeux d'optimisation aussi, sur la vitesse de travail, la combinaison possible avec d'autres opérations, pour limiter le temps spécifique à cette intervention. Et puis éventuellement la robotisation de cette opération, on en reparlera plus tard. Deuxième alternative possible, le désherbage thermique. Donc là, c'est assez simple, il s'agit d'appliquer un choc thermique sur les cellules végétales à détruire, et donc on détruit les parties aériennes des adventices. Alors, il n'y a pas d'effet racinaire. La technicité d'application du désherbage thermique est relativement faible, puisque finalement, on a un appareil qui, dans son utilisation, dans la conduite du tracteur, en fait, ne change pas grand-chose par rapport à une rampe de désherbage. Alors bien sûr, si au niveau des réglages, on va jouer sur la pression de gaz, on va quand même faire des réglages un petit peu différents, mais c'est pas très compliqué à utiliser parce qu'il n'y a pas d'outils en prise dans le sol. L'investissement, lui, est quand même élevé. L'efficacité, elle est bonne, mais avec beaucoup de répétitions.
Donc j'ai toujours une approche plutôt optimiste vis-à-vis de l'efficacité sur les alternatives parce que je connais les conditions en fait, dans lesquelles elles sont efficaces, mais c'est vrai que souvent on a des levées de dormance derrière les premières interventions avec du désherbage thermique qui font qu'il faut s'y employer à de nombreuses reprises. Alors, a priori, aujourd'hui, avec les solutions de désherbage thermique, il n'y a pas d'impact agronomique avéré, puisqu'il n'y a pas de risque sur les racines. On reste sur des actions superficielles. Il n'y a plus de risque aujourd'hui avec les matériels récents de bulles d'air chaud sur les grappes ou sur la végétation. Donc ça, c'est maîtrisé du point de vue technique chez les constructeurs. Alors, quelles sont les applications pour cette technique qui est chère, qui demande beaucoup de temps, qui utilise beaucoup de gaz? Eh bien, essentiellement, on va dire des parcelles sur lesquelles on a des sols superficiels ou en pente, dans lesquels on ne veut plus utiliser d'herbicides, dans lesquels travailler le sol serait problématique vis-à-vis de l'érosion ou vis-à-vis du fait qu'on a très peu de sol. Alors, bien sûr, le bilan carbone, on multiplie les interventions et on utilise du gaz. On n'est pas très bon par rapport à ce critère-là, c'est évident. L'enjeu, là, ça serait de trouver des moyens d'avoir une rémanence plus forte. C'est ce qui est recherché dans toutes ces solutions qui font appel à des mousses, ou en fait à une sorte de substrat pour conserver la chaleur plus longtemps au sol et accentuer un petit peu l'action de la chaleur sur la destruction des adventices. Il y a un autre enjeu qui serait aussi sur la maîtrise énergétique pour trouver finalement le bon compromis entre l'énergie qu'on utilise pour finalement détruire les mauvaises herbes. Un petit détail technique que je cite souvent, le désherbage thermique il est relativement efficace quand il y a de l'humidité au sol ou dans l'air, parce qu'on va avoir une vaporisation instantanée de cette eau en fait, qui participe à mieux englober toutes les surfaces des feuilles des adventices que l'on veut détruire. Troisième solution, troisième alternative, alors c'est pas vraiment du désherbage, c'est pour ça que c'est toujours un peu de réticence à présenter ça comme une alternative au désherbage chimique, mais malgré tout, ça peut être une solution dans certains vignobles où on ne cherche pas beaucoup de vigueur, de conserver de l'enherbement maîtrisé sous le rang. Alors en temps passé, on va bien sûr augmenter un petit peu la charge de travail, peut-être dans une moindre proportion que les autres alternatives. La technicité est un petit peu moins importante, puisque en dehors des phases de semis qui peuvent être réalisées par différents moyens, la tonte, ça ne présente pas de grosses difficultés. On est beaucoup moins dépendant des conditions de sol pour intervenir, puisqu'il n'y a pas d'outils en prise dans le sol. L'investissement est moyen par rapport au précédent. Alors l'efficacité, là aussi, c'est une approche très optimiste des choses, puisque là, on ne cherche pas à désherber, donc on cherche juste à entretenir un couvert. Mais par contre, vraiment attention à la vigueur, parce que dans ces systèmes où on conserve de l'enherbement sous le rang, c'est l'impact principal, c'est ça. Donc, soit on a un objectif de production très modéré et on peut supporter de l'herbe sous le rang, soit on considère que c'est une solution intéressante parce qu'on est moins dépendant des conditions météo pour l'entretien du cavaillon, mais on va être obligé d'associer cette technique-là avec du travail dans l'interrang pour conserver un ratio désherbé enherbé compatible avec des objectifs de production. Après, au niveau du bilan carbone, on est mieux, même si on a plus d'interventions au vignoble, parce que plus on maximise la présence d'un couvert au vignoble, plus on est capable de stocker aussi du carbone. Pour dire les choses très schématiquement et très rapidement. Donc ici, sur cette façon de faire, sans herbicide, l'enjeu, c'est vraiment le positionnement de la technique par rapport à un objectif de production réaliste. On peut avoir un choix aussi au niveau des espèces semées. On sait que favoriser la présence de légumineuses dans les mélanges qu'on peut implanter, c'est une manière de limiter l'impact agronomique sur la vigueur et sur le rendement. Alors, je précise tout de suite, ce n'est pas supprimer cet impact, c'est simplement le limiter à quelque chose d'un petit peu plus faible. Et puis, il y a un enjeu peut-être aussi sur un choix de robotisation qui pourrait être fait
sur la hauteur et la fréquence de tonte pour arriver à une maîtrise justement de la concurrence hydroazotée par ce biais-là. Donc là, il y a peut-être un nouvel itinéraire technique au vignoble à imaginer par le biais de la robotisation en conservant des couverts que l'on va agresser entre guillemets relativement souvent avec une tonte assez rase, pourquoi pas. Autre alternative, alors on est dans le champ du biocontrôle, donc ce sont quand même des herbicides de biocontrôle parce que biosourcés. Alors, le temps passé dépend de la stratégie, puisque là, pour le coup, le biocontrôle peut s'insérer dans des stratégies, je dirais, où on n'utilise que le biocontrôle, ou une stratégie mixte, où on utilise le biocontrôle en complément, par exemple, du désherbage mécanique. Donc là, en termes de technicité, c'est relativement simple, dans le sens où, pour utiliser un produit de biocontrôle, on utilise sa rampe de désherbage classique. Par contre, c'est le positionnement qui est beaucoup plus technique et donc qui impose d'intervenir dans des conditions idéales pour le mode d'action de ce produit de biocontrôle, c'est-à-dire luminosité, chaleur, adventisme développé. Dans ces conditions-là, on a une efficacité qui est bonne, mais on a encore aujourd'hui un coût de produit un petit peu élevé quand même. Pas d'impact agronomique relevé sur l'ensemble des essais qui ont pu être menés avec les solutions de biocontrôle. Alors, ce sont des acides, hein, typiquement, qui décapent la cuticule des feuilles et qui provoquent leur dessèchement. Champ d'application a priori assez large, hein, un spectre assez large. Au niveau du bilan carbone, on n'est pas trop mal non plus. L'enjeu essentiel quand on veut utiliser des herbicides de biocontrôle, c'est la qualité de la pulvérisation. Une application ciblée, et peut-être une baisse de prix pour le rendre plus accessible et mieux intégrable dans les stratégies des vignerons, peut-être en complément du désherbage mécanique pour aller peut-être plus près des souches. Une autre alternative consisterait, pour ne pas utiliser d'herbicide, à utiliser un paillage au sol, c'est-à-dire ouvrir le sol, finalement avec un rempart hein, contre la levée des adventices. Alors le temps passé est très important à l'installation, il est nul ensuite. Alors, je vous avoue très humblement que c'est peut-être l'alternative sur laquelle j'ai le moins de recul parce qu'on n'a pas beaucoup d'exemples d'installation. À l'usage, il y a peu de technicité. Le coût du produit peut être assez élevé au début. L'efficacité est bonne, hein, naturellement, puisqu'on n'a pas de recouvrement par les adventices pendant la présence du paillage, quel qu'il soit. Hein. Là, on a l'exemple sur l'illustration que je vous ai mis sur la diapo d'un géotextile installé à la plantation. Ça pourrait être aussi un paillage que l'on déroule ou que l'on épand. Ça peut être le cas avec de la paille de céréales compressée, avec de la paille de chanvre aussi découpée en petits morceaux. On a des solutions comme ça de mécanisation et d'épandage de paillage qui pourraient être intéressantes voilà, si on a une tenue dans le temps suffisante. Le principal problème, c'est la dégradation en général de ces paillages et qui peut mener éventuellement à des phénomènes de fin d'azote. C'est ce que nous avions observé sur des essais avec notamment la paille de céréales compressée, sur lesquels on avait un effet assez dépréciatif sur la vigueur de la vigne, alors qu'on était tranquille au niveau des herbages, mais finalement on avait quand même une dégradation du substrat par les micro-organismes du sol qui posaient problème, en utilisant l'azote du sol. Alors le champ d'application, a priori tout vignoble, il est plutôt au stade plantation, parce que sur des vignes déjà en place, il y a quand même une problématique d'installation ou de mécanisation qui est moins simple. Sur le bilan carbone, bon, bah, sur la durée de présence, a priori, on est bon, mais c'est vrai que là, on n'a pas fait de mesures ou d'études très poussées. Mais en tout cas, une vraie piste à l'installation du vignoble. Enfin, nous avons le désherbage électrique. Alors, désherbage électrique, vous en avez certainement entendu parler ces derniers mois, voire ces dernières années.
On commence à avoir de plus en plus de références sur le sujet. Alors, tout n'est pas encore complètement acté. Il y a des éléments peut-être un peu confidentiels aussi sur des essais avec ces machines. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que c'est intéressant à plusieurs titres, parce que le principe est de faire un arc électrique qui passe par le sol et donc qui passerait par les racines des mauvaises herbes à détruire. Ce qui permettrait de passer moins souvent qu'avec d'autres alternatives sur lesquelles on est beaucoup plus sensible à la météo et donc à la pression des adventices au cours de la saison. Donc en termes de technicité, c'est quand même pas si facile parce qu'il y a quand même des réglages peut-être à maîtriser au niveau de l'utilisation du désherbage électrique. Il y a un investissement a priori qui serait élevé. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffre à vous donner, mais ça reste quand même assez élevé, je pense. L'efficacité, elle est assez intéressante, même très bonne selon des premiers tests. On n'est pas complètement déconnecté quand même de l'état du sol au moment de l'intervention, puisque qui dit conductivité électrique dit sensibilité à l'humidité du sol. Et donc, a priori, quand on a trop d'humidité dans le sol, eh bien, on a un arc électrique plus diffus. Ça, c'est une réalité. L'impact agronomique, on peut se poser la question, effectivement, de faire passer un arc électrique dans le sol. Nos premières observations montrent qu'il y a très peu de risques. On n'a pas vu de vignes dépérir suite au passage de ces solutions électriques. Le champ d'application est a priori assez vaste et le bilan carbone est aujourd'hui inconnu. L'enjeu derrière tout ça, c'est la consommation d'énergie pour fournir l'électricité sur une génératrice. La question, c'est la durée d'action. Donc, est-ce qu'on a vraiment un effet systémique avec un effet racinaire ou est-ce qu'on reste en surface? Ça, il semblerait que ça dépende vraiment beaucoup à la fois du sol, de l'humidité et de la quantité de mauvaises herbes à détruire. Je pense que quand il y a beaucoup d'herbes à détruire, on a de la difficulté à avoir un arc électrique qui passe dans l'intégralité de la plante et l'arc électrique peut se faire en surface. Voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui. L'enjeu, c'est vraiment donc l'innocuité pour la vigne, qui est en cours de validation, et d'arriver à un coût raisonnable a priori. Les robots, j'en ai parlé très rapidement, et je sais que ça fait partie des pistes qui intéressent nombre d'entre vous. Alors, j'en parle à la fin. Pourquoi? Parce que les robots sont juste des vecteurs pour les alternatives aux herbicides dont on vient de parler. Ce sont ni plus ni moins que des tracteurs automatisés sans cabine, alors avec peut-être des formes, des puissances, des motricités assez différentes. L'intérêt de la robotisation par rapport aux alternatives aux herbicides, c'est simplement l'organisation du travail et le temps, en fait, le temps de travail pour les exploitants, qui du coup va être plus acceptable si on peut déléguer aux robots tout le temps nécessaire à passer dans les parcelles, tout le temps supplémentaire à passer dans les parcelles par rapport à une stratégie de désherbage chimique. Donc aujourd'hui, les fabricants travaillent surtout sur le binage, un peu sur la fauche, et nul doute qu'on pourra dans le futur installer d'autres systèmes pour désherber. Mais c'est vrai que la robotique dans le vignoble arrive d'abord par l'entretien du sol. Voilà. Je laisse volontairement les choses très ouvertes à ce stade de la discussion sur les robots. Je sais que ça bouge beaucoup en ce moment. Si on devait faire un bilan donc, sur les alternatives aujourd'hui, on a des alternatives qui sont globalement plus coûteuses et surtout demandant une meilleure maîtrise technique que les herbicides. La solution magique et universelle, il semblerait qu'elle n'existe pas. Même s'il y a des solutions prometteuses, il y a toujours des petites limites qui sont difficiles à franchir. Et donc, quand on parle d'alternative aux herbicides, à mon avis, on ne peut pas éviter le débat sur la meilleure formation des opérateurs, quelle que soit la solution retenue. Je pense que c'est important que les opérateurs soient mieux formés sur la flore, le sol, le matériel et le soin à apporter, puisqu'on intervient quand même très près des souches et avec un risque qui n'est pas nul suivant les solutions.
Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère ne pas avoir dépassé trop le timing et donc on a du temps pour les questions. Merci à tous. Merci Christophe, je suis Régis Caillot de l'Institut français de la vigne et du vin. Je suis là pour animer le débat. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser ces questions en les écrivant dans le chat que vous avez en haut à droite de votre écran. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais moi j'en ai une, Christophe. Je voudrais savoir si on peut donner un ordre de grandeur du coût que représentent les différentes alternatives. Alors effectivement, Régis, on peut donner un ordre de grandeur et pour ça, en fait, il faut avoir une approche par typologie de vignoble, puisque, comme je l'ai présenté en début d'intervention, on a des densités de plantation, des modes de conduite très différents qui ont un impact sur le temps de travail. Donc typiquement, si je devais donner un ordre de grandeur pour des vignes larges, on va passer de 100 à 140 euros par hectare, tout compris, hein, produits, main-d'œuvre, traction, pour le désherbage chimique, pour donner une fourchette entre 450 et 650 euros par hectare quand on est en désherbage mécanique. Tout compris toujours, hein, matériel, donc amortissement, traction, main-d'œuvre. Si on était en vigne étroite, on monterait certainement plus haut parce qu'il y a beaucoup plus de distance à parcourir. Donc on va se rapprocher des 800 à 1000 euros par hectare pour des solutions alternatives. Après, on pourrait le détailler alternative par alternative, mais le principal facteur de renchérissement du coût du désherbage avec les alternatives, ça va être le temps passé. Et vous avez vu les facteurs de multiplication que je vous ai montrés dans les diapos au début. Alors, il y a deux nouvelles questions. La première est de savoir si, quand on parle de biocontrôle, on parle uniquement de Beluca ou est-ce qu'il y a d'autres molécules disponibles? Alors, pour être très clair, l'expérience qu'on en a, c'est avec le Beluca. Je sais qu'il y a d'autres molécules qui sont travaillées par certaines firmes sur lesquelles on n'a pas tellement eu l'occasion d'avoir les produits entre les mains. Le principe étant assez similaire quand même, hein, c'est des acides. Donc on va avoir les mêmes contraintes d'usage. Hein, on est d'accord. Alors, il y a une question également qui est de savoir si on a une visibilité des capacités des robots de la société Alpo, dont on n'entend pas parler, mais qui semblent être actifs en développement. Alors, non, de mon côté, je n'ai pas pu tester avec Alpo. Johan, je suis désolé, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, non, je ne sais pas. Alors, une autre question, est-ce que pour le désherbage électrique, on voudrait savoir quel est le poids du générateur et est-ce qu'il y a un risque de tâtement du sol? Alors, je n'ai pas de chiffre exact à vous donner. Par contre, on est au-dessus de la tonne, je pense, pour l'ensemble. Y a-t-il un risque de tassement du sol? J'ai envie de dire pas plus qu'avec beaucoup d'autres machines assez lourdes. Le risque de tassement du sol, il vient certes du poids de la machine, hein, vous avez raison de le signaler, mais il vient également des conditions dans lesquelles on utilise cette machine. Donc, quand on roule avec le tracteur sur une bande de roulement, une bande enherbée, sur un sol relativement sec, il y a peu de risques. Dès qu'on dépasse un petit peu les critères de saturation en eau, à ce moment-là, quelle que soit la couverture du sol, on est sensible, et j'ai envie de dire, quelle que soit la machine. Mais j'ai envie de dire que vis-à-vis de ces techniques-là, donc on intervient plutôt sortie d'hiver, certes, printemps, dans des conditions où le sol est quand même moins sensible qu'à d'autres périodes de l'année, par exemple avec une prétailleuse et un porteur, il y a, à mon avis, plus de risques à certaines périodes de l'année que là avec des machines pour le désherbage.
Alors, une nouvelle question, est-ce que l'on connaît les alternatives au désherbage qui sont performantes dans des vignes avec deux vers et pierre? Exemple des brosses et les vignes larges en Languedoc-Roussillon. Alors, j'aurais pu présenter les brosses effectivement en même temps que l'enherbement sous le rang ou en même temps que le désherbage mécanique, parce que c'est vrai que c'est un bon complément, les brosses, pour le désherbage mécanique, notamment pour un printemps pluvieux, par exemple, quand on ne peut pas passer avec les outils de travail du sol, on peut passer avec les brosses pour faire place nette, entre guillemets. Et alors, est-ce que c'est performant dans des vignes avec des vers et pierres? Alors, avec des vers, les brosses, on peut les utiliser, il y a toujours un moyen de s'en sortir dans une certaine limite. Hein, on ne va pas avoir des marches de 80 cm quand même. Le problème, c'est les pierres. Le problème, c'est les pierres et les projections. Et là, il est certain que moi, je n'ai pas connaissance de solution magique par rapport à ça. La solution magique serait de ne pas toucher le sol. Et ne pas toucher le sol, à ce moment-là, c'est du thermique, du radiant, par exemple, ou du biocontrôle. Johan encore, dans la catégorie enherbement, des retours d'essais d'implantation de sédum sous le rang. Oui, oui, et des sédums, on a testé ces choses-là pour l'enherbement sous le rang. L'implantation, en fait, demande un certain soin. Si ta question, Johan, concerne l'implantation, ça demande un certain soin. Après, une fois que c'est installé, il ne faut pas le tondre trop ras, parce qu'on l'abîme assez vite. Mais en dehors de ça, ça va. Question, Christophe. Oui. Est-ce qu'il y a des retours concernant l'utilisation de porte-greffes plus vigoureux qui supporteraient mieux la concurrence? Et la personne dit d'ailleurs la valeur de moins 30 à 40% de rendement avec RG et IRG en herbe, c'est en comparaison avec quelle modalité? D'accord. Alors oui, je suis peut-être passé un petit peu vite sur cette slide. Alors, RG et IRG, c'est rang et interrang. Hein, donc ça, je fais référence à nos essais d'enherbement total, dans lequel on est passé d'une situation où on avait les interrangs enherbés et le rang, donc le cavaillon désherbé, à une situation où le cavaillon était aussi enherbé. Et donc, ce que je disais, c'était que dans cette situation-là, on a augmenté la surface enherbée de 30 à 40%, et ça s'est traduit immédiatement par des baisses de rendement et de vigueur de 30 à 40%. Voilà, j'espère que c'est plus clair comme ça. Et alors, par rapport aux porte-greffes plus vigoureux, alors, c'est effectivement un point technique dont on peut parler. Par contre, là où je voudrais être clair, c'est que même si on a un porte-greffe plus vigoureux, donc qui confère à la vigne un peu plus de vigueur par son implantation, par ses capacités à aller chercher les éléments minéraux, pour que ça puisse fonctionner, il faut que les éléments minéraux soient disponibles. Hein. Donc, bien sûr que c'est une solution, et c'est ce qui est un petit peu dans l'air du temps aujourd'hui, notamment dans les zones où on a un risque de stress hydrique assez marqué. Mais par rapport à la présence de l'herbe, quand on a de l'herbe en surface, l'azote disponible pour la plante étant aussi plutôt dans les horizons superficiels, le porte-greffe, il n'a pas tous les moyens pour jouer son rôle, selon moi. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je vais peut-être en poser une dernière. Alors, moi, j'aurais voulu savoir quelle est la surface que l'on peut affecter à un outil. Alors ça, c'est une question intéressante puisque ça détermine pas mal les questions de coût et d'amortissement de matériel. Il est évident que la facilité d'usage d'une rampe à désherber permet de traiter un domaine de taille importante sans difficulté.
Par exemple, voilà, prenons un exemple concret. Nous avons 30-35 hectares en vignes larges. Le désherbage chimique, c'est relativement simple, ça va vite. Si on devait supprimer le désherbage chimique et passer en désherbage mécanique, compte tenu du fait qu'on va passer de 2 interventions à 5 peut-être, et que ces interventions seront plus lentes en moyenne, on va pouvoir gérer à peu près correctement 10 à 15 hectares, pas plus. En fait, quand je dis 10 à 15 hectares, pas plus, c'est pour qu'il n'y ait pas d'arbitrage à faire entre la protection phytosanitaire et l'entretien du sol. Parce que dès qu'il y a un arbitrage à faire entre ces deux opérations, on sait très bien que c'est la protection du vignoble, la protection phytosanitaire, qui l'emporte au détriment du désherbage mécanique, du travail du sol. Donc, c'est toujours possible d'avoir des surfaces importantes et de se dire, oui, avec ma paire d'Intercept, je vais gérer mes 60 hectares. Ça demande quand même beaucoup d'habileté, beaucoup de temps de travail et peut-être aussi des adaptations sur le matériel importantes à signaler pour permettre de la combinaison d'outils. Parce que dès qu'on va pouvoir combiner des outils avec des outils plus simples pour travailler le sol ou pour biner très légèrement, on va pouvoir intervenir plus souvent, mais sans coût spécifique. Typiquement, voilà, passer des outils passifs, légers, en même temps qu'on passe la rogneuse, la tondeuse, il n'y a pas de gros surcoût. On va peut-être impacter un petit peu le débit de chantier, mais il n'y a pas de gros surcoût par rapport à une opération spécifique. Toujours pour rester sur ces questions de surface, je l'ai beaucoup évalué pour le désherbage mécanique, qui est la principale alternative. Pour les autres alternatives, bien sûr, il faut prendre en compte la répétition des interventions pour avoir un ordre de grandeur. Et donc, on va avoir les mêmes limites avec le désherbage thermique, un petit peu moins, bien sûr, avec le biocontrôle, parce que c'est plus de facilité d'usage. Voilà, s'il y a une question précise par rapport à ça, on peut l'étudier, mais je ne vais peut-être pas détailler pour toutes les possibilités. Bon, je profite du fait qu'il y a une dernière question qui vient d'être posée. Ouais. Est-ce qu'on connaît la maturité du désherbage électrique et quand sera-t-il disponible commercialement? Alors, c'est pas moi qui ai la clé de cette réponse. C'est pas moi qui ai la clé de cette réponse. Mais bon, je sais un petit peu où ça en est. Et c'est pas loin. C'est pas loin d'être une solution intéressante. Mais il y a encore des questions peut-être sur la puissance à utiliser, la vitesse de travail et surtout la stratégie, le positionnement de la stratégie du désherbage électrique pour que ça soit une solution vraiment transférable commercialement. Mais si on écoute les fournisseurs, l'objectif de commercialisation est proche. Voilà. Très bien. Écoute, merci Christophe. Il n'y a plus de questions pour le moment sur le chat. Donc, je propose qu'on puisse conclure ce webinaire vraiment très éclairant et très instructif. Et on t'en remercie.